Enregistrement. Alors, bonsoir à tous, chers participants. Bienvenue à notre deuxième webinaire du projet Je suis présente et je m'implique. Donc, ce projet qui est financé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale au Québec et donc qui a pour objet d'encourager l'engagement des personnes immigrantes dans la vie démocratique et de promouvoir la diversité au sein des conseils d'administration communautaire au Québec. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de représenter le CACI, donc le Centre d'appui aux communautés immigrantes, et de vous accueillir pour cet événement en ligne. Pour soutenir ces objectifs, nous avons plusieurs activités qui ont déjà été organisées donc avec Philippe Massé, qui est conseiller la concertation à la gouvernance chez Concertation Montréal. Et à partir du début de l'année prochaine, nous mettrons également à disposition des nouvelles ressources pour vous aider à renforcer vos compétences. Et nous vous proposerons également un suivi pour des stages d'observation dans des conseils d'administration afin de vous préparer à présenter vos candidatures auprès des organismes. À la fin de cette session, je vous enverrai un sondage pour recueillir également vos impressions sur ce webinaire ainsi que vos attentes sur la suite du projet. Je laisse maintenant la parole à Philippe pour vous présenter le sujet du jour, pardon, ainsi que nos invités d'honneur. Merci et bonne participation à tous. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, je vais inclure là, en exergue Souci et Aurore qui seront avec moi pour l'atelier de ce soir. Donc, bien content d'être avec vous pour ce deuxième atelier où on va parler de la thématique Jouer pleinement son rôle au conseil d'administration. Donc, c'est une occasion pour nous de discuter avec des personnes engagées dans des conseils d'administration depuis déjà plusieurs années qui vont parler de leur regard, de leur expérience. Et on va vous inviter à poser des questions un peu plus tard dans la soirée. Donc, on a jusqu'à 20 heures ce soir pour discuter de la thématique. Et à la fin, on va se donner une bonne quinzaine de minutes pour les questions. Donc, pour le moment, les micros sont désactivés, mais vous pouvez utiliser la fonction de la main levée si vous avez à intervenir avec nous, puis on pourra à ce moment-là prendre vos questions. Vous pouvez également utiliser le chat. Peut-être, Stéphanie, s'il y a des éléments qui méritent une attention immédiate dans le chat, peut-être juste nous le signaler, puis on prendra un moment pour regarder tout ça. Avec Donc, plaisir. Stéphanie, parfait. Stéphanie m'a déjà présenté, mais je vais laisser Souci et Aurore se présenter également. Pour les gens qui étaient avec nous lors du premier webinaire, Aurore était aussi avec nous en compagnie de Harold. Et ce soir, il y a Souci qui nous rejoint, mais comme il y a plusieurs personnes qui se sont ajoutées ce soir, ben, je vous invite toutes les deux à vous présenter. Souci, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Souci Galvez. Comme je dis souvent, avec souci, pas des soucis. Je suis planificatrice financière et je suis également formatrice agréée. Je suis mentor des nouveaux arrivants depuis plusieurs années. Et j'ai surtout un rôle, je vous dirais, un peu comme aux deux chapeaux, 27 ans d'expérience dans la gestion des patrimoines. Donc, ma passion, c'est beaucoup faire de l'éducation financière chez les gens. Puis d'un autre côté, j'accompagne également des exécutives puis des professionnels dans le développement de leur talent et du leadership inclusif. Alors voilà. Merci, Souci. Aurore? Alors moi, c'est Aurore Robert Mavounia. Je travaille actuellement au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration comme conseillère en politique. Je me suis beaucoup impliquée dans divers conseils d'administration et dans des organismes communautaires aussi de mon quartier. Puis c'est ce qui a un peu marqué mon cheminement et mon parcours professionnel. En tout cas, on va en parler pendant au fil des questions de Philippe, mais c'est ça, je suis quelqu'un me suis beaucoup impliquée dans la communauté et ça a vraiment changé toute ma perspective, tout mon cheminement et ça a joué beaucoup aussi sur ma carrière et sur le parcours que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurore. Donc, pour les gens qui sont avec nous ce soir, je pense qu'un élément qui est important de garder en tête durant la soirée, puis pour la suite des choses, c'est que
Si vous êtes ici, c'est parce que vous démontrez un intérêt pour la gouvernance et les conseils d'administration. Et même si on participe à plusieurs formations, il y a des éléments qu'on ne peut connaître qu'en discutant avec des gens qui siègent déjà dans les conseils d'administration, qui nous partagent leur expérience. Et moi, je le dis souvent, même si un conseil d'administration, c'est peut-être 7, 9 ou 11 personnes qui sont autour d'une table et qui discutent, on pourrait penser qu'on arrive à un nombre limité de scénarios possibles, mais non, il y a vraiment, on peut toujours faire les choses différemment, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, à contacter des gens de votre entourage qui siègent dans les conseils d'administration parce que ça peut vous donner un éclairage intéressant qui va être très utile au moment où vous allez vous-même faire partie de conseils d'administration. Donc, une fois ce préambule fait, on va aller tout de suite dans le vif du sujet pour parler du rôle des membres du conseil d'administration, voir un peu comment on interagit avec les employés d'une organisation. Donc, on le sait, on l'a déjà dit en formation, le conseil d'administration n'a qu'une seule ou qu'un seul employé, c'est la direction générale, qui, elle, s'occupe de la gestion des ressources humaines dans l'organisation. Mais vous, en tant qu'administratrice, est-ce que vous aviez des liens quand même avec le personnel de l'organisation, puis comment ces échanges-là pouvaient être menés? Je vais commencer. Avant tout, j'aimerais mentionner que moi aussi, je suis donc administratrice. Au fin de compte, je suis administratrice de deux organisations qui travaillent ensemble. Donc, c'est les SDEM CEMO Montérégie. C'est un organisme qui a pour objectif d'intégrer les personnes en situation de handicap dans les milieux de travail. Grosse organisation, en fin de compte, ce sont deux grosses organisations et qu'il existe, ça fait plus que 40 ans à la Montérégie. Ils ont plusieurs locaux justement dans lesquels ils desservent la population à la Montérégie. Puis moi, ça fait déjà 14 ans que je suis membre de ces deux conseils d'administration. Dans le passé aussi, j'étais membre du conseil d'administration de l'Association des gens d'affaires de Boucherville. Donc, ça aussi, c'est une autre expérience complètement différente, avec un autre objectif, que c'était vraiment plus pour développer les affaires pour les gens de Boucherville. Alors, ça aussi, c'est une autre belle organisation pour laquelle j'ai travaillé. Ceci étant dit, pour répondre à la question donc de Philippe, moi, je vous dirais que je ne sais pas si parce que ça fait déjà 14 ans que je suis dans le conseil d'administration de ces deux organisations. Donc, moi, je peux dire que oui, dans mon cas, moi, je connais déjà, pas juste la directrice, je connais également les employés de ces organisations. Les deux organisations, ils organisent une fois par année une rencontre où ils sont tous les employés. Puis, des fois, il y a aussi des membres du conseil d'administration qui sont invités. Surtout, je vous dirais, quand on doit renouveler les mandats parce qu'on doit procéder au vote. Donc, les employés, dans le cas de notre organisation, les employés, ils doivent voter justement pour renouveler les mandats des membres du CA. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que ça démontre également qu'ils sont impliqués, ils sont engagés. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est important, oui, effectivement, de rentrer en contact avec les employés. Donc, c'est sûr et certain, je le fais une fois par année. Puis, une autre chose que moi aussi j'aime dans ces deux organisations-là, c'est qu'ils ont, par exemple, des fois des rencontres de team building qui font à l'extérieur des locaux. Dans ces activités de team building, des fois, il y a des formations. Et moi, comme je suis formatrice également, formatrice agréée, donc je demande toujours si ce que je peux assister. Et ça me donne encore une fois l'opportunité justement de parler avec les employés, de vérifier justement comment ils se sentent dans l'organisation, sans nécessairement intervenir avec le rôle de la directrice, parce que ça, c'est vraiment son rôle. Mais je trouve que c'est important, vraiment quand même encore d'aller chercher un peu le pouls des employés et à chaque fois que je suis allée, mais j'ai exercé aussi mon rôle de membre du conseil d'administration pour reconnaître les employés. Je trouve que ça aussi, c'est important de reconnaître leur travail, de les remercier parce qu'ils travaillent très, très fort. Et me l'ont toujours dit, c'est très, très apprécié vraiment quand je suis là. Alors voilà de ma part. À toi, Aurora. Merci.
Donc, moi, en fait, j'ai pu rencontrer différents cas de figure. Donc, parce que quand on siège sur des conseils d'administration, il peut arriver que on vient juste aux rencontres, donc parfois c'est le soir, donc l'organisation est déjà fermée, ce qui fait qu'on ne rencontre pas les employés. Mais il y a aussi le cas de figure où on est soi-même parfois membre de l'organisation, on participe aux activités, donc on vient et puis à ce moment-là, on va rencontrer les employés. Fait que j'ai eu les deux cas de figure où ben, je ne rencontrais pas les employés dans le quotidien, donc ce que j'avais, c'était seulement le retour de la directrice. Puis pour les deux, il y avait toujours un employé qui siégeait sur le CA aussi pour représenter les employés. Donc, c'est lui qui était un petit peu le porte-parole des employés pour faire un état de situation. Euh, Dans le deuxième cas de figure, il y avait un comité RH au sein du conseil même d'administration, donc qui pouvait euh, aller rencontrer les employés sans qu'il y ait l'intervention du gestionnaire. Donc ça permettait aussi d'avoir un rapport avec le personnel pour savoir ben, comment ça allait parce que ça leur donnait aussi comment dire, un espace de discussion sans qu'il y ait forcément la hiérarchie qui soit là à côté d'eux. Donc, pour pouvoir aussi s'adresser à d'autres personnes, partager un petit peu leur opinion sur la gestion, etc. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir ce petit comité RH-là dans lequel ne fait pas partie le gestionnaire de l'organisation. Merci, Aurore. Et là, je sais que parfois, ce sont des conseils d'administration où vous siégez déjà, donc il y a peut-être un devoir de réserve, mais de façon générale, est-ce que vous considérez que les rôles sont clairs pour les membres du conseil d'administration ou des fois, on ne sait pas jusqu'où on devrait aller, puis où, par exemple, le rôle de la direction commence? Puis ça peut varier d'un conseil d'administration à l'autre, là, si vous êtes dans plusieurs CA, mais comment vous considérez là, le niveau de clarté de votre rôle? Je pense que ça dépend aussi beaucoup du rapport de la direction. Puis c'est vrai il y a des dirigeants, par exemple, qui sont là depuis très longtemps et puis qui, donc, on a tendance à toujours se référer à eux. Mais c'est vrai que j'ai déjà j'ai un conseil d'administration où parfois le CA a tendance à prendre les devants, puis à venir donner parfois comment dire, venir s'adresser directement aux employés pour leur faire des demandes ou des requêtes, etc. Donc ça, parfois, c'est sûr qu'il a fallu recadrer, puis rappeler un petit peu, comment dire, l'ordre des choses pour demander aux membres du CA que oui, vous faites peut-être partie de ce comité RH-là, mais c'est selon le mandat qui vous a été attribué. Vous ne pouvez pas aller directement parler aux employés. Puis ça se mêlait aussi avec, comme je parlais tantôt, le fait d'être membre qui font que des fois, on participe aux activités. Donc là, Oui, on rencontre les employés qui sont dans le cadre de leur emploi, par exemple, animent l'activité. Puis à ce moment-là, la personne va sortir de son cadre de participant pour porter son chapeau d'administrateur, puis essayer d'orienter un petit peu l'activité. Donc, c'est vrai que ce fait d'avoir plusieurs casquettes, là, administrateur, en même temps membre d'un comité, puis en même temps participant d'un organisme, peut parfois porter à confusion, là, pour certaines OK. personnes. Mais c'est un bon point, ça. C'est vrai que normalement, les membres du conseil d'administration n'ont leur pouvoir que lorsqu'ils ont un mandat ou lorsqu'ils sont réunis en conseil d'administration. Mhm. Je me permets, il y Moi, a juste une question, excuse-moi, Suzy. oui, vas-y, Euh, vas-y. En fait, il y a quelqu'un qui demande si on peut être membre d'un conseil d'administration, enfin, est-ce qu'on peut être dans un conseil d'administration sans être membre de l'organisation? Non. Oui, je peux répondre. Dans le cadre de l'organisme dont je vous parle, on faisait appel aussi à un membre externe. En fait, oui, il doit être membre pour siéger sur le conseil d'administration, mais cette personne-là ne faisait pas partie des activités ne participait pas attends, ne participait pas aux activités en général. Donc, c'est quelqu'un qui venait plus de l'extérieur parce que parfois, dans le communautaire, on va chercher des personnes qui représentent un peu toutes, toutes les personnes qui sont dans l'organisme. Donc, les personnes qui participent aux activités, le membre du personnel, etc. Donc, mais on allait aussi chercher une personne externe, donc qui ne faisait pas partie des activités, qui ne faisait pas partie du membre du personnel, puis qui venait apporter
une expertise. Par exemple, ça pouvait être un avocat ou un comptable, mais c'est une personne qui venait apporter juste une expertise. Donc, mais il fallait quand même avoir sa carte de membre pour pouvoir siéger sur le conseil d'administration. Moi, si je peux juste clarifier, donc, c'est pas nécessaire vraiment d'être membre pour faire partie, pour être, pour faire partie d'un conseil d'administration. Par exemple, moi, quand j'ai commencé avec les DMCMO, moi, je ne suis pas membre de l'organisme. J'arrive justement avec un chapeau de professionnel, donc mon domaine, c'est la finance. Donc, c'est avec ce chapeau-là des finances que moi, j'ai rentré dans ce conseil d'administration. Et pour revenir aussi un peu à la question qu'on parlait concernant les rôles, je trouve que oui, c'est vraiment important de respecter, je dirais pas en question de hiérarchie, mais de respecter surtout les rôles qui doivent être bien définis. Donc, exemple, si lorsque moi je participe dans ces activités de team building, je garde vraiment une position dans laquelle la personne qui m'introduit tout le temps, c'est toujours la directrice. Donc, je sais toujours regarder cette, comment je pourrais dire, cette image-là dans laquelle c'est elle la gestionnaire. Puis moi, honnêtement, je suis là, comme je disais tantôt, pour reconnaître le travail des gens, pour les remercier vraiment pour leur travail. Je trouve que ça va bien dans son rôle du conseil d'administration. Mais je ne suis pas là du tout pour justement que les gens ils me disent, ah, regarde, on a eu tel problème. Et honnêtement, ça fait 14 ans que je suis avec eux, ça n'a jamais présenté non plus. Donc, je pense que c'est important aussi à nous, comme membres du conseil d'administration, de garder un rôle neutre parce que, comme on l'a dit, on n'est pas là pour intervenir dans la gestion. La gestion, ça appartient dans mon cas, moi, c'est une directrice. Oui. Ben, merci. Merci, Suzy. Peut-être en précision, en complément là, à la question de Félix, les règlements généraux vont prévoir si une personne doit être membre ou non de l'organisation. Mm. Donc, en général, c'est là où on va trouver l'information, mais au sens strictement légal, ça ne sera pas accepté ou interdit, là. Il y a des organisations aussi où les membres de l'Assemblée générale ou de l'organisation et les membres du CA sont les mêmes personnes. Donc, théoriquement, une organisation pourrait ne compter que 3 membres et 3 membres de conseil d'administration pour prendre toutes les décisions. Il y a Judith qui a levé la main. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer votre micro. Oui, oui, c'est à peu près dans le même ordre d'idée que ça. Je voulais savoir, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir, je vois pas mon visage, qu'on pouvait avoir un membre du personnel siéger sur le CA. Est-ce que c'est un siège? Est-ce que c'est à titre de membre observateur? Est-ce que c'est comment ça se passe si on travaille dans l'entreprise puis qu'il y a ça? Est-ce qu'il faut être syndiqué? Comment ça se passe? Parfait. Je vais répondre très brièvement, puis après, si jamais il y a beaucoup d'intérêt pour des questions comme celle-là, on pourra voir avec Stéphanie peut-être éventuellement pour reprogrammer une formation, parce que ces questions-là sont extrêmement intéressantes, mais avec le nombre de sujets qu'on a à voir ce soir, ça va être difficile de passer à travers notre grille de questions, mais pour y répondre, c'est pas une pratique qui est recommandée d'avoir des employés au conseil d'administration. Il y en a plusieurs qui le font par tradition, puis on l'a dit tout à l'heure, notamment dans le milieu communautaire ou même dans le cadre des CPE, les centres de la petite enfance. Il y en a qui ont gardé cette tradition-là, mais c'est surtout pas l'occasion d'amener des enjeux syndicaux en présence des administrateurs. Il faut vraiment confier et garder le rôle de gestion au niveau de la direction générale ou de la coordination. Donc, dans certains cas, il peut y avoir des observateurs qui sont là, mais le nombre de sujets qui nécessitent le retrait des employés parce qu'on discute d'enjeux qui touchent au salaire, qui touchent à l'évaluation de la performance de la direction générale, ça fait que ce sont des administrateurs ou des observateurs qui doivent souvent sortir de la salle. Donc, c'est important, comme Soucy le disait, d'avoir un bon lien avec les employés, mais idéalement, ça se ferait à l'extérieur du conseil d'administration. Dans les plus grandes structures, dans les OBNL peut-être qui sont plus établis, c'est rare qu'on va avoir
des administrateurs votants qui sont issus du personnel, mais on va quand même inviter périodiquement des employés pour venir faire rapport, pour donner de l'information et permettre au CA d'avoir peut-être une source d'information qui diffère de la direction générale. Donc, c'est ce que je pouvais dire sur la question. Merci. Puis on verra éventuellement s'il y a beaucoup d'autres questions similaires. Là, on pourra peut-être se faire une soirée d'échange puis revenir sur d'autres éléments d'information si c'est possible avec le CACI. Donc, Est-ce Merci. qu'on peut juste, excusez-moi, préciser là, parce qu'on a une question, je pense que le CA n'est pas seulement pour les organismes communautaires. Oui, mais dans le cadre de ce projet-là, on n'est vraiment que sur les organismes communautaires, hein, vous le confirmez bien, hein. Donc, oui, ben, on parle des cas, mais en gouvernance, c'est quand même, il y a les organismes communautaires, c'est une catégorie d'organismes à but non lucratif, donc on va quand même ratisser un peu plus large. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas de CA d'entreprise ici ce soir. On est vraiment à l'échelle là, du CA, peut-être des conseils d'administration sur lesquels vous êtes le plus vous pouvez imaginer siéger peut-être là, dans le courant de la prochaine année, étant donné que pour aller vers des plus grandes structures, plus établies, tout ça, généralement, ça prend une longue expérience de gouvernance avant d'y accéder. Donc, on va parler maintenant des fonctions de dirigeants et de dirigeantes, donc, puis également des comités au conseil d'administration. Les fonctions de dirigeants, ce sont les présidents, présidentes, secrétaires, trésoriers, trésorières, vice-présidents. Donc, je voulais savoir tout d'abord, Souci et Aurore, est-ce que vous avez déjà occupé ou est-ce que vous occupez présentement un rôle de dirigeante et comment vous y êtes arrivé? Est-ce que ça a été tout de suite au début, lorsque vous êtes entré au conseil d'administration ou bien ça s'est fait après quelques années en poste? Si je commence encore une fois, en fin de compte, moi, je n'ai jamais occupé vraiment un poste de dirigeant, puis c'était vraiment quelque chose que j'ai fait par esprit. Pourquoi? Parce que souvent, bon, moi j'ai une expertise au niveau de la finance, donc on m'a toujours demandé, par exemple, d'être trésorière. Ceci étant dit, moi j'ai travaillé dans trois grosses institutions financières et notre organisme, bon, enfin, les deux organismes, ils faisaient déjà affaire avec une de ces institutions financières. Alors ça, c'est quelque chose dans lequel aussi il faut éviter d'avoir des conflits d'intérêts. Donc, moi, comme je disais, je voulais absolument éviter ce conflit d'intérêts. Donc, même si ils m'ont offert de devenir trésorier, moi, c'est quelque chose que j'ai refusé, tout simplement parce que je ne voulais pas rentrer en conflit d'intérêts. Et je pense que c'est vraiment important aussi de bien connaître c'est quoi nos rôles quand on est membre d'un conseil d'administration. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment gardé cette position-là. Cela, ça ne m'a pas empêché, par exemple, de participer dans les comités finances, parce que bien sûr, j'ai une expertise au niveau de la finance, donc je peux quand même accompagner, guider dans les prises de décision par rapport à la finance, mais comme je dis, en évitant un conflit d'intérêts que je pense que c'est vraiment important. Merci. Moi, en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, donc je faisais partie de beaucoup d'associations qui avaient des regroupements comme ça, où j'ai souvent occupé des postes de secrétaire. Donc, j'avais cette habileté déjà là à occuper ce poste dans les réunions, puis prendre des notes, etc. Ce qui fait que ma première expérience de CA, ça a été dans un organisme communautaire, puis c'est là où c'est presque concentré aussi mes expériences en conseil d'administration. C'était un organisme où d'abord je me suis impliquée bénévolement sur différents comités. Donc c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître de la direction puis des membres du conseil d'administration parce que j'assistais aussi aux assemblées générales donc à ce titre. Et c'est là qu'on m'a proposé de siéger d'abord sur le conseil d'administration puis d'occuper le premier poste que j'ai fait, c'était d'abord secrétaire aussi. Donc là, je partais chercher un peu le bagage que j'avais eu là dans ma vie étudiante de pouvoir prendre les notes, envoyer les ordres du jour, les procès-verbaux. Et c'était un mandat de 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Puis le deuxième mandat, à ce moment-là, on m'a proposé de prendre le poste de présidente. Donc, ça a été un peu, je pense que c'est quand même un cheminement. Je ne sais pas si on peut arriver puis être tout de suite président. J'ai déjà eu des conseils d'administration où on proposait tout de suite à une personne qui n'avait pas l'expérience parce que souvent, comme ce sont des mandats qui vont se chevaucher, une personne qui sort, mais d'autres personnes qui sont déjà là, fait qu'il y a toujours des personnes d'expérience, mais on va accompagner la personne qui
arrive, puis même si c'est son premier CA, qu'elle va porter le chapeau de président, ben, on va l'accompagner dans son parcours là pour mener à bien sa mission. Et Aurore, est-ce que ça demandait beaucoup plus de temps, occuper le rôle de président, présidente par rapport à un autre membre du CA? Je vous dirais que ça dépend des conseils d'administration parce que il y en a où c'est le secrétaire qui va vraiment s'occuper de toute la prise de notes, l'envoi, etc. Puis il y en a où c'est le président qui s'occupe des convocations. Donc, moi, j'ai occupé dans les deux cas de figure, c'était différent. J'ai eu, en tant que président, à préparer la réunion avec le dirigeant, préparer les ordres du jour et puis relire les procès-verbaux. Puis j'ai eu l'autre cas de figure où, en tant que secrétaire, j'avais aussi toute cette charge-là. Donc, je pense que ça dépend des différents conseils d'administration, selon l'organisation, là, comment ça se fait. Parce qu'il y en a aussi où c'est le dirigeant qui porte ça puis qui demande juste la validation, des membres du CA. Hmm. Ouais. Moi, qu'est-ce que je vois dans les organismes dans lesquels je siège? Moi, je vois que oui, effectivement, les trois membres, donc le président, les vice-présidents et les trésoriers, peut-être même plus les présidents, et ils sont quand même assez sollicités. C'est pas juste dans les moments de la rencontre du CA. Des fois, il y en a des dossiers importants qu'on peut pas attendre justement à qu'on arrive la prochaine rencontre du CA. Donc, ce sont des fois des dossiers délicats dans lesquels justement les présidentes ou les vice-présidents, ils doivent prendre des décisions. Des fois, on prend la décision juste au niveau de l'exécutif. Donc ça, je peux dire que oui, on doit s'attendre que ce soit un peu plus demandant que juste être membre de le conseil d'administration. Donc, puis effectivement, on a à bien connaître l'organisation pour, avant d'en être le porte-parole, parce que dans bien des cas, Mhm, la personne qui occupe le poste de président, présidente est porte-parole en même temps. Donc, c'est toujours bien de faire un premier mandat, de se familiariser avec l'histoire de l'organisation mhm, avant d'aller chercher plus de responsabilités. Je précise pour les gens qui ne seraient pas familiers avec le mécanisme, mais dans la plupart des cas, les dirigeants de l'organisation, donc les postes avant, on appelait ça les officiers, mais c'est bien mhm, dirigeant qu'on doit utiliser pour président, présidente, secrétaire, trésorier, trésorière, VP. Ces gens-là vont être choisis par les membres du conseil d'administration de manière générale à la première rencontre du conseil d'administration qui suit l'Assemblée générale. Donc, sauf exception, ce ne sont pas les membres de l'organisation qui vont déterminer qui va présider ou être trésorière. C'est vraiment dans une rencontre qui va se tenir après l'Assemblée générale. Les administrateurs discutent entre eux et vont choisir en fonction de leurs intérêts, leur expertise, leur disponibilité également, parce que même si on veut occuper un rôle en particulier, encore faut-il, comme le disait Souci, en avoir le temps. Et il y a également dans plusieurs conseils d'administration des comités qui sont mis en place. Souci, tu en as parlé, mais donc ça peut être un comité de vérification, un comité de ressources humaines, un comité éthique et gouvernance. Est-ce que vous avez fait partie de certains comités dans vos conseils d'administration? Puis si oui, qu'est-ce que ça a demandé comme travail? Euh, Je peux commencer. Donc, comme je mentionnais tantôt, oui, moi, je fais partie souvent du comité des finances. Donc, nos organismes, des fois, il y en a certaines décisions financières qui doivent être prises. Donc, à ce moment-là, on organise des rencontres avec la directrice. Des fois, on va organiser des rencontres avec les personnes de l'institution financière avec laquelle on fait affaire. C'est intéressant, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, c'est là que je vais partager un peu mes connaissances. Encore une fois, je suis toujours avec un chapeau neutre. Euh, Présentement, je ne travaille pas non plus pour aucune institution financière, donc ça, c'est bien aussi. L'important vraiment de prendre une décision éclairée en finance, c'est vraiment de s'assurer qu'on a toute l'information. Il y a aussi un autre rôle qu'on appelle de due diligence. Comment est-ce qu'on dit ça en français, Philippe? La vérification diligente. Oui, donc au niveau de notre rôle de la vérification diligente, on doit s'assurer justement qu'on a toutes les informations et qu'on va prendre une décision éclairée.
C'est vraiment ça qui est un rôle très, très important également lorsqu'on fait partie dans ces cas-ci au niveau du comité des finances. Merci. Aurore, est-ce que tu as fait partie de comités au sein des conseils d'administration où tu as siégé? Oui, moi j'ai fait comme souci, j'ai fait le comité finance aussi, puis le comité ressources humaines. Comité finance, c'était essentiellement d'essayer de trouver des idées en fait pour trouver des nouveaux fonds, donc aller chercher, trouver des nouveaux bailleurs de fonds, réfléchir à des solutions vraiment pour autofinancer un petit peu l'organisme aussi. Donc c'était un peu plus ça le rôle du comité finance, fait on organisait des événements euh, pour des levées de fonds, etc. Puis le comité ressources humaines, c'était beaucoup aussi le mandat, par exemple, de réviser les fiches de poste des employés, euh, d'essayer de trouver comment bon, dans le communautaire, il n'y a souvent pas beaucoup d'argent pour ça, mais comment offrir plus de formation aux employés, comment leur offrir peut-être un peu plus d'avantages sociaux, parce que souvent, ce sont des personnes qui travaillent, mais qui vont peut-être pas avoir tous les assurances un peu comme on va trouver dans les emplois, comme dans le privé, etc. Donc, c'était d'essayer d'aller chercher des solutions comme ça. Donc, par exemple, on appelait différentes compagnies d'assurance pour dire, ben voilà, on a un petit organisme avec seulement 10 employés, mais qu'est-ce que vous pouvez offrir comme couverture? Fait que ça, c'était des travaux que la direction ne pouvait pas porter étant donné le temps qui lui était imparti et que le comité ressources humaines prenait à charge, donc bénévolement, pour pouvoir essayer d'offrir un meilleur cadre aux employés. Merci. On va parler maintenant des rencontres de conseils d'administration, donc les ordres du jour, les procès-verbaux, tout ça. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir, quand vous avez une rencontre de conseil d'administration qui s'en vient, qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? À partir du moment où vous recevez l'avis de convocation avec l'ordre du jour, les différents documents, comment on se prépare pour être prêt le jour du CA? Ah, ben, Très- je pourrais commencer Vas-y, là-dessus, Suzy. vas-y, vas-y. Je pense les CA sont quand même espacés en général, on va dire quand même à 4 semaines, selon les conseils d'administration. Puis, avec tout le quotidien qu'on vit, puis souvent on est impliqué dans différents projets, je pense que la première chose, c'est d'aller lire ou relire le procès-verbal de la réunion précédente. Fait que ça permet un peu de se remettre dans le bain de qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé, puis prendre des notes sur ce sur quoi on doit faire des suivis qui n'ont pas été décidés ou pour lesquels on doit encore discuter. Fait que ça, je pense que c'est les deux éléments les plus importants, là, vraiment, de relire le procès verbal. Puis, il y a bien évidemment l'ordre du jour qu'on va lire pour voir à ce moment-là, est-ce que on a des points à rajouter? Est-ce que nous-mêmes, on a des suivis? Par exemple, souvent, quand on est dans des comités, on a des suivis à faire qu'on vient rapporter au CA sur où on en est dans les dossiers qu'on porte. Fait que ce serait, je vous dirais, c'est les deux éléments les plus importants que je fais quand j'ai un CA qui s'en vient. Merci. Et toi, Souci? Si j'ajoute un peu, effectivement, il faut se préparer. Donc, il faut pas arriver juste comme, OK, c'est bon. Au fin de compte, c'est pas une réunion familiale. Il faut quand même, encore une fois, prendre au sérieux notre rôle, de connaître effectivement tout ce qui a été discuté dans la dernière rencontre. Puis, peut-être une chose que j'aimerais vous partager. Quand vous faites partie d'un CA, il faut pas avoir peur, justement, d'ajouter des sujets dans les variants. S'il y a des préoccupations, si vous avez vu quelque chose lorsque vous avez pris connaissance de l'ancienne PA, parce que des fois, ça peut arriver que vous êtes absent aussi lors d'une rencontre des CA. Et à ce moment-là, vous disiez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, ou j'aurais bien aimé apporter mon point de vue. Moi, je vous dirais de ne pas avoir peur justement d'ajouter ces préoccupations-là dans les varia. Il y a toujours un varia dans les PV. Ça vaut la peine, justement. Je pense que notre voix, il mérite d'être attendue, notre opinion, il mérite d'être attendue. Puis de prendre quand même nos responsabilités, comme je dis, quand on est membre d'un conseil d'administration. Merci, Souci. Puis évidemment, ben, les documents qui nous sont envoyés avec l'avis de convocation, parfois, si on a une décision à prendre, il peut y avoir un petit document d'analyse, il y a des rapports qui peuvent être partagés, donc c'est important d'en prendre connaissance pour arriver
bien préparé. Et on peut même préparer ses questions à l'avance, donc savoir un peu pour s'en Mhm. souvenir, pour éviter peut-être de perdre du temps durant la soirée. Vous pouvez déjà noter. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de les poser si quelqu'un adresse la question avant vous, mais c'est une manière aussi de vous assurer de couvrir le sujet de la manière la plus large possible. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, dans un conseil d'administration, on peut poser toutes les questions, sauf celles dont la réponse se trouve dans les documents qu'on devait lire avant la rencontre. Et c'est vrai que pour votre crédibilité aussi, même si vous y allez à titre bénévole, être dans un conseil d'administration, c'est quelque chose de sérieux. On doit bien se préparer et de poser des questions quand on a les réponses sous le nez, ça ne vous sert pas. Ça ne donne pas une bonne image de vous. Puis au contraire, quand vous êtes bien préparé, quand vous faites un bon travail, ben là, les gens vont s'en souvenir. Peut-être que ça va vous permettre d'accéder à d'autres opportunités ailleurs, puis de vous développer professionnellement. Donc, il faut prendre ce rôle-là au sérieux. Si on revient maintenant à l'ordre du jour, dans une rencontre de conseil d'administration, pourquoi c'est aussi important l'ordre du jour pour bien mener la rencontre? Je dirais qu'un ordre de jour, au fin de compte, ça nous donne un peu les structures, puis l'encadrement de la rencontre. Donc, généralement, c'est le président, justement, qui va passer par point, puis va donner parole, justement, dans les moments, par exemple, dans mon cas, nous, la directrice, il doit intervenir lorsqu'on doit faire le suivi des dossiers, ou si effectivement on veut écouter la personne qui est en charge d'un certain comité. Dernièrement, par exemple, nous avons travaillé aussi beaucoup au niveau des plans stratégiques pour les deux organisations. Donc, encore une fois, il faut y aller chercher l'information, les résultats, toujours, comme je dis, pour prendre une décision éclairée. Donc, c'est important vraiment d'écouter un peu toutes les personnes qui ont participé également dans les comités de stratégie, à voir quels sont les résultats pour prendre finalement la décision. Donc, oui, moi, je dirais c'est beaucoup les structures parce que des fois, il y a des conseils d'administration qu'on pourrait passer toute la nuit. Honnêtement, là, il Mhm. faut éviter ça. Il faut éviter ça. Euh, j'ai déjà vu aussi certaines situations dans lesquelles il y a certaines personnes qui sont trop sur les détails. Ça, il faut aussi éviter d'être trop sur les détails parce qu'il faut se dire que dans le conseil d'administration, nous sommes dans son niveau exécutif. Donc, il faut vraiment y aller pour la prise de décision. Oui, non, OK, parfait, on passe au prochain. Parce que sinon, honnêtement, on pourrait passer vraiment toute la nuit en train de discuter. Donc, peut-être pour moi, c'est ça qui est vraiment vital, l'ordre des jours, les structures. Merci. Aurore, quelque chose à ajouter? Pas vraiment. Par contre, c'était un bon point qu'elle amène, Suzy, là, en fonction du temps aussi qui est alloué, parce que souvent, les ordres du jour ont à peu près tous le même format, là, puis avec des différences selon les sujets spécifiques dont on veut parler. Mais il existe aussi des ordres du jour chronométrés qui permettent justement d'avoir un peu plus de temps sur les sujets les plus importants, puis moins de temps sur les sujets sur lesquels il ne faut pas s'étaler, parce qu'effectivement, parfois en CA, surtout quand on est plus ou moins nombreux, on peut parfois s'étaler un peu, s'étirer sur des choses qui ne sont pas si importantes alors qu'il y a des décisions à prendre. Donc, je pense que c'est ça aussi l'importance de l'ordre du jour, c'est de s'arrêter sur certains points parce que là, par exemple, il faut qu'on vote sur celui-là, il faut qu'on vote sur celui-là. Donc, les points à l'ordre du jour sur lesquels il y a des décisions à prendre, c'est là où on doit passer le plus de temps. Puis le reste, on peut élaguer. Là, parfois, c'est juste des comptes rendus ou parfois, il n'y a pas de suivi à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette structure-là pour ne rien oublier, puis s'assurer vraiment de passer par tous les points. Merci. Puis, ceci le disait tout à l'heure, on peut demander d'ajouter des points en variable, mais on peut aussi Mhm, proposer un point à part entière dans l'ordre du jour en communiquant mhm, avec la présidence avant la rencontre. Donc, normalement, ce que vous recevez, c'est un projet d'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, il devient final uniquement lorsqu'il est adopté en conseil d'administration. Donc, vous avez la possibilité de faire des modifications. Également, l'ordre de la chronologie, ben,
c'est sûr que si vos rencontres commencent à 19 heures puis se terminent à 22 heures, puis vous avez un point extrêmement important, stratégique qui se déroule à 22 heures moins 10, ben, il y a des chances que vous ne soyez pas tout à fait réceptif pour le traiter ou que vous manquiez de temps. Donc, il faut toujours considérer que les points à la fin de la rencontre peuvent éventuellement être remis à la prochaine rencontre si on déborde de l'horaire. Donc, ça, c'est des éléments à considérer. Puis je dirais aussi un équilibre entre des éléments plus informatifs où on nous partage certaines informations sur l'organisation et des points qu'on doit décider, des résolutions qu'on doit prendre ou des orientations qu'on souhaite donner. Donc, il y a Judith qui avait levé la main. Je ne sais pas si la question tient toujours. Ah oui, pardon, oui, vous avez répondu. Je me demandais justement, plutôt que d'avoir des points en variable, si c'était pas mieux de se préparer à l'avance et d'envoyer les points avant, parce que des fois, il y a des variables là, qui peuvent être assez longs et complexes. Effectivement. Merci, vous avez répondu. Merci. Oui, c'est ça, le variant, faut faire attention. Normalement, on prévoit peut-être 10 minutes à la fin de la rencontre, puis on est moins attentif, puis les gens, déjà, il y en a qui sont en train de fermer leur cahier, puis de fermer leur manteau là, quand on est rendu au point variant. Donc, d'aborder ces points-là plus tôt, je pense que c'est bien de le faire. D'autant plus que ça peut nécessiter aussi une préparation de la direction générale ou de la coordination. Donc, si les gens voient le point à l'ordre du jour, ben, elles vont les personnes interpellées vont devoir peut-être faire une petite recherche puis être en mesure de bien répondre aux questions qui seront soulevées. Puis on va poursuivre maintenant avec le procès verbal. Donc, on a parlé de l'ordre du jour. Ben, ça, c'est à la fin d'une rencontre, évidemment, Aurore en a parlé. C'est souvent une responsabilité qu'on donne aux nouvelles personnes là, de tenir le crayon. C'est une responsabilité qui est importante de rédiger un procès verbal, mais pourquoi c'est important d'avoir un procès verbal dans une rencontre? Puis est-ce qu'on est obligé d'avoir un procès verbal dans une rencontre de conseil d'administration? Qui veut se lancer? Merci Aurora, étant donné que tu as beaucoup d'expérience là-dessus, je te laisse aller. Oui, ben c'est important d'avoir un procès verbal parce que ça permet de se référer à la prise de décision. Donc, comment, quelle décision a été prise sur tel sujet. Donc, parfois, on finit par oublier, on le tient. Il y a des conseils d'administration qui tiennent aussi, comment ça s'appelle, comme un registre aussi des résolutions. Donc, toutes les décisions qui sont prises en conseil d'administration, on va essayer de les concentrer dans un registre à part pour pouvoir aller parfois s'y référer. Mais ce n'est pas tous les conseils d'administration qui font ça. Ça permet d'aller plus vite pour chercher, mais souvent le procès verbal, de savoir aussi qu'est-ce qui a été dit, parce que des fois, et ça peut arriver, il y a des cas de litige ou autre. Donc là, il faut aller rechercher euh, pourquoi on avait pris cette décision-là, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on avait dit. C'est sûr que ce n'est pas un verbatim de tout ce que qui a dit quoi, à quel moment, à quelle heure. Il ne faut pas mettre non plus tout le détail, mais vraiment l'essentiel pour chacun des points euh, qui sont à l'ordre du jour pour avoir au moins comment dire, un aperçu global là pour s'y référer. Et puis, comme on disait, pour se préparer à la prochaine réunion, il faut lire le procès-verbal de ce qui a été dit la dernière fois. Et puis, en cas d'absence aussi, ça permet à ceux qui n'ont pas pu être présents de savoir ce qui a été dit, puis de pouvoir prendre le train en marche. Merci. Peut-être la seule chose que moi ajouterais, c'est que, par exemple, dans ces procès-verbaux, si des fois il y a des moments dans lesquels il y a un vote, qu'on doit voter sur une situation particulière, et on a le droit quand même de s'opposer, ou on a le droit de dire on est contre. À la fin, la majorité va gagner, mais on a quand même le droit de dire je ne suis pas d'accord. Et le fait de ne pas être d'accord aussi, il va être écrit dans les procès-verbaux. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que n'oublions pas que nous, comme membres d'un conseil d'administration, nous avons encore une fois une responsabilité. On a une responsabilité par rapport à les décisions qui sont prises. Donc, effectivement, en cas de litige, quelques années plus tard, mais ça va être important aussi justement de voir qui a pris position, pourquoi. À la fin, bien sûr, la responsabilité devient à l'organisme, mais nous aussi, comme membres du conseil d'administration, nous avons des responsabilités qu'il ne faut pas négliger. Mm. Oui, c'est important de le souligner.
on est légalement obligé de tenir un registre et de garder nos ordres du jour plutôt nos procès-verbaux parce qu'à la fin, c'est la seule preuve, un procès verbal signé, bien évidemment, là, parce que tant qu'il n'est pas signé, il n'a pas de valeur. Euh, donc, lorsque la réunion est terminée, la seule preuve qu'on a qu'elle s'est tenue et qu'on a décidé de telle et telle chose, c'est par le procès verbal. Donc, c'est vraiment important d'en avoir, de les conserver, autant pour les conseils d'administration que pour les assemblées générales. Parce qu'en assemblée générale, également, vous devez avoir un procès verbal qui, lui aussi, va devoir être approuvé par les membres. Là, ça représente un défi de mémoire parce qu'en Assemblée générale, bien, on se retrouve un an plus tard, puis on demande à des gens, est-ce que ce qui est écrit dans le projet de procès verbal correspond à votre souvenir? Et en général, les gens vont dire oui à peu de choses près, mais c'est vraiment un exercice de mémoire parce que beaucoup de temps s'est écoulé entre les deux. On a Miyav qui a posé une question sur la planification des rencontres. Donc, euh, combien de rencontres on peut avoir de CA dans une année, puis est-ce qu'on doit avoir un chronogramme ou un planning? Je peux peut-être donner quelques éléments, puis vous écouter ensuite là-dessus, mais oui, si vous les planifiez d'avance pour quelqu'un comme Souci qui est dans plusieurs conseils d'administration, qui fait beaucoup d'activités de formation en soirée, bien, pour s'assurer de la disponibilité de vos membres, c'est toujours préférable de booker longtemps d'avance parce que les gens, ce qu'ils vont faire, bien, c'est de donner priorité en général à la première activité qui a été inscrite à leur agenda. Donc, en faisant une planification plus longtemps d'avance, bien, ça va permettre à tout le monde de s'assurer d'être disponible puis de gérer son agenda en conséquence. Également, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des sujets qu'on peut voir à un moment précis dans l'année. L'adoption du budget, ben, on ne fait pas ça à mi-année. Également, ben, la préparation des états financiers, ben, ça va se faire à l'approche des assemblées générales. Il peut y avoir une rencontre où on va discuter de la planification de la relève au conseil d'administration. Donc, quand on fait ça quelques mois avant l'assemblée générale, donc il y a des points qui sont un peu les mêmes toute l'année, mais il y a des points qui touchent à la stratégie, aux finances, au partenariat, au membership ou à la gouvernance qui vont être vus à des moments bien précis dans l'année. Donc, je ne sais pas, Souci et Or, si vous avez quelques éléments ou peut-être nous partager comment ça se passe, vous, dans vos rencontres. Est-ce que on vous le dit un an d'avance, vous savez déjà quand les rencontres de CA sont prévues ou bien si ça, à chaque rencontre, on décide ensemble quand sera la prochaine? Hmm. On essaye, oui, effectivement, d'en planifier au moins 3, 4 là, minimum pour avoir des dates assez, pour pouvoir se réserver justement les agendas. Je sais que j'ai eu des conseils aussi où souvent on définissait une journée parce que souvent les personnes savent déjà à peu près mes engagements les lundis, les mardis. Donc parfois on définissait telle journée-là. Puis en fonction de la journée, on définissait ensuite la date des rencontres. Je vous dirais. Pour ce qui est des fréquences, souvent, ça c'est une fois par mois quand même la moyenne que j'ai vue, moi, de manière générale. J'ai déjà eu un CA où c'était aux 6 semaines, puis un où c'était juste 3, 4, une fois au trimestre. Mais ça, c'était vraiment un petit conseil d'administration là pour un tout petit organisme qui était tout juste naissant. Mais quand ça roule puis qu'il y a des activités régulières, là, c'est la moyenne, je pense que c'est à peu près une fois par mois que j'ai eu là. Dans mon cas, à moi, je vous dirais que nous aussi, les plannings, la planification, ça fait un an à l'avance. Et je trouve ça pour, en tout cas, effectivement, comme l'a bien dit Philippe, effectivement, mon agenda est pas mal rempli. Donc, pour moi, c'est génial vraiment d'avoir les plannings une année à l'avance parce que je book automatiquement toutes ces dates-là, ils sont déjà bookés dans mon agenda. Puis je trouve que personnellement, quand on décide de s'engager comme bénévole dans son conseil d'administration, mais on le fait vraiment parce qu'on veut s'engager. Donc, l'idée, c'est effectivement de booker son agenda parce qu'on veut participer. Si à la fin, on se dit non, ben, peut-être je vais y aller, des fois je ne veux pas y aller, il faut vraiment s'engager pleinement. Donc, je pense que, comme il avait bien dit Philippe, effectivement, booker déjà dans son agenda. Dans mon cas, moi, je me trouve privilégiée parce que la directrice, il fait vraiment bien ça. Il nous envoie les calendriers de rencontres, même notre souper de Noël est déjà booké une année à l'avance.
Et honnêtement, je trouve que ça fonctionne très bien pour nous parce que là, tout le monde, on sait, on s'aligne, on sait que ce sont ces dates-là. Ils sont déjà bookés dans notre agenda, donc on va donner priorité à cette rencontre. Et ça démontre également notre engagement comme membre d'un conseil d'administration. Merci. Puis quand vous arrivez dans un conseil d'administration où on book au fur et à mesure, ben, vous pouvez en parler puis avoir la discussion. Peut-être que votre suggestion de planifier plus longtemps d'avance va plaire à plusieurs personnes, puis ça va un peu changer les habitudes au sein du conseil d'administration. Donc, on va continuer un peu. Je prends note, on a une question sur l'efficacité de la performance, donc l'évaluation au conseil d'administration. On va se garder la question pour tout à l'heure, mais merci, Miyav, de nous alimenter en question. On va aller maintenant avec la prise de décision. On a parlé tout à l'heure des résolutions, de vote, tout ça. Comment on prend une décision comme conseil d'administration? Puis, avez-vous des exemples de décisions que vous avez eu à prendre récemment, que ce soit sur un dossier particulier ou une... Puis là, j'entends, le CA doit, comme je le disais tout à l'heure, on doit adopter l'ordre du jour, là, donc il y a des formalités aussi. Mais avez-vous des exemples de décisions plus stratégiques que vous avez eu à prendre en conseil d'administration? Je vais donner un Vas-y, exemple. Suzy. Mhm. Je vais donner un exemple. Dernièrement, justement, au niveau de l'informatique, on devait changer la compagnie qui s'en occupait de nos bases de données. Donc, ça a été une grosse recherche et tout ça. Et donc, la direction, il nous a proposé trois compagnies, toujours avec les pour et les contre, les avantages, les désavantages de chacune. Ces informations-là, cette analyse-là, elle nous avait été envoyée avant la rencontre du conseil d'administration, comme il avait bien mentionné Philippe. Honnêtement, ça aussi, ça aide beaucoup parce que nous, on prend connaissance des informations avant de se présenter dans la rencontre, on prépare nos questions. Puis par la suite, une fois qu'on est dans les conseils d'administration, mais là, c'est là qu'on va passer au vote pour choisir quelle de ces trois compagnies, par exemple, il va faire l'affaire. On analyse tout, on analyse les coûts que ça va représenter, par exemple, pour faire le changement de la compagnie, au niveau de la logistique, la technologie. Il y en a plein de questions, questions de sécurité. En tout cas, il y a plein de points qui sont considérés. Puis donc, à ce moment-là, on passe au vote. Et puis par la suite, on décide, OK, parfait, c'est celui-là qu'on va choisir. Puis la direction continue de l'avant avec ses projets. Donc ça, c'est un exemple au niveau des votes. Merci. Pour ma part, je pense je vais donner la plus grosse décision que j'ai eu à prendre en conseil d'administration, ça a été l'achat d'un immeuble. Parce qu'on était dans un organisme où les loyers devenaient de plus en plus chers, puis Mhm. ça faisait plus vraiment de sens les factures qu'on recevait pour les loyers, avec des menaces d'expulsion en plus à l'occasion. Donc, ça a été de décider. Sauf que ça, c'est une décision très difficile quand on est dans du communautaire où il n'y a pas vraiment dans un organisme où il n'y a pas vraiment de revenus dans les faits. Donc, il fallait aller cogner à différentes portes pour demander de l'argent, mais aussi organiser des activités bénéfices pour gagner de l'argent. Puis là, où ça a été difficile, la décision, c'est que, par exemple, on a eu à organiser une soirée bénéfice avec un chanteur supposément populaire, mais la moitié du conseil d'administration ne le connaissait pas. Donc, et le cachet à payer pour faire venir cette personne était assez cher. Donc ça fait partie des décisions qui étaient un peu, je dirais, délicates à prendre où on veut s'opposer parce qu'on trouve que c'est trop cher, mais en même temps, on a besoin de ça pour financer les activités de l'organisation. Donc, parfois, on dit un oui, mais dans le fond, c'est un oui, mais dans le cœur, c'est non. Fait que c'est ce genre de décision-là que je peux donner comme exemple là, que j'ai eu à prendre là, dans le cadre d'un conseil d'administration. Est-ce que c'est fréquent que vous faites un vote et qui n'est pas à l'unanimité? Donc, un vote partagé. Est-ce que vous voyez ça souvent? Ça arrive quand même, ça peut arriver sur des questions épineuses, je vous dirais, où il y a des positions quand même assez divergentes. Euh,
le plus difficile, moi, je pense, c'est quand il y a des abstentions dans le vote, puis que là, ça devient plus difficile de départager parce que, bon, il y a des oui, il y a des non, mais il y a ceux qui savent pas trop si ce serait un oui ou un non. Puis à ce moment-là, ben, malheureusement, parfois, c'est un côté ou l'autre qui va l'emporter, alors que si les personnes qui s'étaient abstenues avaient pu avoir une opinion, ça aurait été vraiment pesant sur la balance, mais c'est sûr que ça arrive. Puis j'ai déjà été dans cette position-là où, ben, comme le cas dont je vous parlais, où je me suis abstenue de vote parce que je ne connaissais pas l'artiste, puis je trouvais que son cachet était assez cher pour un artiste qui, selon moi, était peu connu. Mais oui, effectivement, il peut y avoir des situations assez difficiles là dans la prise de décision. Moi, si je peux partager sans donner trop de détails, encore une fois, parce que bien sûr, encore une fois, il faut respecter quand même la confidentialité. Mais je peux vous dire que oui, moi, par exemple, je me suis déjà opposée dans un vote. Je me suis opposée, je n'étais pas d'accord. Je trouve, comme je l'ai mentionné tantôt, d'avoir le courage quand même d'assumer nos positions et de s'écouter aussi, je pense que c'est important. J'avais mes raisons pour lesquelles je devais m'opposer à ça. Ceci étant dit, comme je dis, la majorité, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, à la fin, on a continué quand même dans ces projets-là. Tout s'est bien déroulé. Donc, tant mieux. On n'a pas eu de pépins. Mais je trouve que c'est quand même important de prendre position. Que ce soit oui, que ce soit non. Moi, honnêtement, le côté neutre, personnellement, je n'aime pas. Moi, c'est oui ou c'est non, mais pas neutre. Parce que je me dis, on est là pour, encore une fois, apporter notre soutien, notre responsabilité, notre expertise. Donc, moi, je trouve qu'il faut dire ou c'est oui ou c'est non. Parce que neutre, pour moi, c'est comme finalement, en tout cas, c'est moi, encore une fois, je parle de moi, c'est comme que je n'assume rien finalement. Donc, pour moi, c'est important vraiment de prendre position. Puis, comme je dis, de ne pas avoir peur si vous êtes contre. Vous avez vos arguments, vous avez vos raisons, de ne pas avoir peur. De toute façon, tout ça, ça va rester dans les procès-verbaux. C'est pour ça qu'on fait les procès-verbaux également. J'avais Merci. une petite question, Philippe, Oui. justement à ce sujet-là, parce qu'elle mentionne de ne pas avoir peur, mais j'ai eu les deux cas de figure, mais est-ce que dans le procès verbal, on doit absolument noter qui est pour ou qui est contre? Parce que souvent, on va dire, il y a eu le nombre de pour, puis le nombre de pour. On va pas mentionner le nom des personnes qui se sont abstenues, à moins que je me trompe. On n'est pas obligé de mentionner, il y a des traditions dans les procès-verbaux, mais comme par exemple de dire une personne, on a eu une personne qui a proposé, une personne qui a appuyé, mais on n'a même pas Mhm. besoin de faire ça, puis on a encore moins besoin de le mettre dans le procès-verbal, là. Euh, Ce qui est important de souligner, c'est que les gens sont solidaires des décisions prises au conseil d'administration. Donc, la seule chose, on indiquerait le nom d'une personne si cette personne-là affirmait sa dissidence. La dissidence, c'est plus qu'un non. Ça veut dire que on dit non et on demande que ce soit consigné. On se désolidarise de la décision du conseil Mhm. d'administration. Dans certains cas, euh, normalement, on ne devrait pas être trop surpris de la dissidence de quelqu'un. La personne devrait avoir, il y a eu une discussion qui a précédé le vote, donc elle aurait dû partager son désaccord. Puis dans beaucoup d'organisations, la personne qui occupe le rôle de présidence va probablement repousser la décision à plus tard en voyant qu'il y a des réserves importantes sur la décision. Mais à ce moment-là, on mettrait le nom de l'administrateur ou de l'administratrice. Sinon, ça demeure, on a eu 5 pour, 2 contre. La décision a été Mhm. prise à la majorité et on continue. Et les deux qui ont voté contre sont solidaires. Ils ne peuvent pas sortir après puis dire aux employés ou à d'autres, ben moi, je leur ai dit que ce n'était pas correct, puis j'ai voté contre. On doit rester solidaire. Sinon, ben, c'est ça. Si on est au conseil d'administration, c'est pour prendre position, comme le disait Souci. Ça peut arriver dans certains cas qu'on se retrouve en situation délicate, surtout quand on arrive aussi comme nouvel administrateur, nouvelle administratrice. Ça peut être délicat des fois de prendre position sur des enjeux complexes en ayant une vision partielle. Mais quand on est là Mhm. depuis longtemps, tout ça, c'est bien quand même de choisir son camp et d'être pour ou contre si on a l'information nécessaire pour la décision. Également,
Souci en parlait puis Aurore aussi, ben, l'acquisition d'un immeuble, ben, c'est sûr que on n'arrive pas au conseil d'administration, puis là, on nous donne des plans d'architecte, des suggestions, puis on prend la décision comme ça. C'est une décision qui doit être mûrie. On peut avoir besoin d'une expertise externe. Donc, il peut arriver des fois qu'on vous demande de prendre une décision trop rapidement. Vous avez reçu les documents la veille, puis on vous demande de partager vos commentaires ou de prendre une décision sur une analyse de 350 pages à moins de 24 heures de préavis, mais vous pouvez dire que vous acceptez pas cette situation-là, que vous considérez qu'on ne vous donne pas le temps nécessaire pour jouer pleinement votre rôle d'administrateur ou d'administratrice et peut-être de proposer un conseil d'administration, une séance extraordinaire du conseil euh, une semaine ou deux après, le temps de vous laisser analyser le tout. Parce que si on accepte des documents à la dernière minute ou même déposer séance tenante de façon régulière, bien, ça peut créer des mauvaises habitudes. Par contre, il faut savoir aussi que de préparer un conseil d'administration, ça demande beaucoup de temps. Donc, si vous avez une petite équipe dans l'organisation, puis vous avez 10 conseils d'administration par année, bien, peut-être que votre direction générale, elle est ensevelie dans les procès-verbaux, les ordres du jour, les documents à prévoir pour le conseil d'administration. Donc, dans certains cas, c'est peut-être mieux d'avoir moins de rencontres de conseils d'administration, de mieux les planifier avec des contenus à valeur ajoutée et de décharger un peu l'équipe de direction, puis de lui donner le temps de vous donner les documents. Et les documents doivent être à l'avance, mais pas trop à l'avance, parce que si on vous envoie un document 2 semaines avant le CA, il est possible que Mm. la version évolue entre-temps. Donc, une règle d'or, c'est de dire, bien, prévoir une fin de semaine, donc au moins de lecture. Donc, si le conseil d'administration, c'est mercredi dans 2 semaines, bien, on va envoyer les documents peut-être le jeudi ou le vendredi précédent, le temps d'avoir une petite lecture de fin de semaine et de décanter le tout. Donc, on va continuer maintenant sur les bonnes pratiques au conseil d'administration. Donc, puis j'aimerais savoir peut-être d'abord, vous côtoyez toutes les deux là, plusieurs administrateurs, administratrices. Qu'est-ce que vous appréciez? C'est quoi les qualités qu'on devrait retrouver chez des membres de conseil d'administration? En quoi on reconnaît un bon administrateur ou une bonne administratrice? Si je me lance, la première chose pour moi, c'est l'engagement. Quelqu'un qui dit oui, je vais être membre du conseil d'administration, puis malheureusement, même si on a fait tous les plannings, la personne est souvent absente. Pour moi, ça n'a aucun bon sens. Quand on décide d'être membre d'un conseil d'administration, on est là pour être présent dans les rencontres. Donc, si on décide de s'engager, mais il faut être responsable, donc on s'engage de façon responsable, on va être présente. On donne priorité, comme on l'a dit tout à l'heure, on donne priorité à cette rencontre. Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment l'engagement. Par la suite, c'est aussi de l'ouverture. Donc, avoir de l'ouverture, justement, d'écouter les opinions des autres, non, sans jugement. On est tous là, chacun a un chapeau, une expertise, chacun connaît un certain domaine. Donc, il faut aussi avoir de l'ouverture, beaucoup de respect aussi, encore une fois. Donc, tout ça, c'est vraiment des qualités, on pourrait dire que moi, personnellement, j'apprécie dans les membres du conseil d'administration. Donc, engagement, respect, ouverture, ça c'est vraiment, même on pourrait dire même la bienveillance aussi, ça aussi c'est très important dans un conseil d'administration. Puis laisser de côté les intérêts personnels, on est là pour l'organisme, non? L'organisme, il y a une mission, donc on est là pour la mission, on n'est pas pour nos propres intérêts, on est là pour aider cet organisme-là à se développer, à grandir, en tout cas. Moi, je sais que quand je m'implique, c'est toujours pour une cause qui me tient à cœur. Donc, encore une fois, c'est un peu qu'est-ce qui va me décider à m'engager dans une cause. Tu as eu droit à des applaudissements dans les commentaires, Souci, tout à l'heure.
Aurore, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu reconnais, ce que tu apprécies chez les membres de conseil d'administration? Oui, moi, brièvement, je vous dirais, si je dois choisir juste trois pour pas être trop longue ce soir, ce serait, ben déjà, c'est l'impartialité. Là, je pense que ceci l'a bien souligné. Là, c'est que vraiment de prendre les décisions en collégialité, puis dans l'intérêt de l'organisme, et puis toujours en ayant à cœur la mission et puis les valeurs. Donc, ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Je dirais aussi la ponctualité, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de sujets à couvrir dans des conseils d'administration en très peu de temps. On veut faire ça en 2 heures, 3 heures maximum parce que ben, souvent c'est le soir, donc on ne veut pas partir de là après 10 heures le soir. Donc quand il y en a qui arrivent en retard puis qui arrivent en cours de réunion, ben, déjà souvent il faut avoir quorum pour commencer un conseil d'administration. Donc le quorum, c'est un nombre minimal de personnes qui soient présents pour pouvoir prendre des décisions. Donc, si la moitié est en retard, on n'a pas quorum, donc il y a pas conseil d'administration. Donc, ça, c'est quelque chose pour moi qui est très, très important que les membres arrivent vraiment tous à l'heure. Et puis, c'est la disponibilité. Donc, Souci l'a souligné, là, quand on s'engage, c'est vraiment bénévolement parce que ça nous tient à cœur. Mais je dirais aussi parce qu'en dehors des heures de conseil d'administration, on peut être sollicité par la direction ou sur des éléments parce qu'on est là, en fait, en soutien à l'organisme. Donc, il faut pouvoir être aussi disponible en dehors des heures, des heures de réunion, en fait. Tout à Merci. fait, très bon point, oui. Il y a plusieurs personnes qui sont avec nous qui espèrent rejoindre un conseil d'administration. C'est d'ailleurs l'objectif du projet Je suis présent et je m'implique. Quand on intègre un conseil d'administration pour la première fois, donc on vient d'être nommé, on a notre première rencontre dans une semaine, on a reçu les documents, mais c'est la première fois qu'on siège dans un conseil d'administration. Comment on peut se préparer pour cette rencontre numéro un là, puis pour les autres qui vont suivre? Qu'est-ce qu'on peut faire à nos débuts, là, au début de notre carrière d'administratrice ou d'administrateur? Vas-y, Aurora. Ensuite, je Ben, rangerai. encore en dehors de la lecture des procès-verbaux et des ordres du jour, il y a la lecture des règlements généraux aussi qui donne un petit peu, je vous dirais, l'ADN de l'organisation, de son fonctionnement, de ce qui est attendu. Donc, je pense que ça, c'est un élément important à avoir aussi pour bien comprendre comment vont se prendre les décisions, qui prend les décisions, combien de personnes il y a, combien d'exécutifs, parce qu'on a parlé non, c'est des membres dirigeants, pardon, c'est ça. Oui, oui. Donc, souvent, il y en a trois, parfois, il y en a peut-être un peu plus, parce que parfois, il y a président, puis vice-président, puis il y en a qui en rajoutent, qui vont peut-être en rajouter d'autres. Donc, vraiment s'assurer de bien comprendre un peu comment est bâtie la maison. Je pense que ça, c'est un élément important, un document important à lire et à c'est sûr, on ne le connaît jamais par cœur, on le garde toujours pas loin pour parfois on s'y réfère de temps à autre, mais pour moi, ce serait ça la première chose à faire, puis bien connaître l'organisation dans laquelle on va, donc savoir qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont les activités, et puis comment ça fonctionne de manière générale. Merci. Je vais renchérir sur ce qu'Aurora a dit. Peut-être moi, j'arrive aussi avec un chapeau beaucoup plus stratégique. Alors, moi, je me dis que quand on arrive dans son CA, c'est très important de connaître qui sont les membres de ces CA. Pas juste au niveau du rôle, connaître la personne qui est en arrière ce rôle de président, la personne qui est en arrière ce rôle de trésorier, quelle est son expertise, quelle est son expérience. Au fond de compte, c'est comme quand on arrive dans son nouvel travail. Moi, je me rappelle bien que j'ai même organisé des rencontres exploratoires avec chacune des membres du conseil d'administration. Une chance, ce n'est pas un gros conseil d'administration, on est 7 personnes. Donc, j'ai eu le plaisir d'avoir des rencontres individuelles avec chacune de eux, parce qu'encore une fois, c'est comme un mariage, hein. Donc, quand on s'est marié, ben, encore une fois, il faut connaître l'autre personne. Je trouve que c'est important parce que on va passer des heures avec ces personnes-là.
On veut vraiment établir une certaine entente, non? Qu'on est capable de dialoguer, qu'on est capable de prendre des décisions ensemble. Moi, je suis beaucoup sur la touche humaine. Donc, je trouve que c'est important vraiment de se donner ce temps-là, de rencontrer la personne, pas juste tous les groupes, chacune individuellement, connaître aussi un peu pourquoi ils ont décidé de s'engager dans cet organisme-là. De la même façon que moi, peut-être j'ai une raison particulière pour laquelle moi j'ai décidé de m'engager, mais ça serait intéressant aussi de connaître pourquoi telle autre personne s'est engagée, quel était l'élément déclencheur. Euh, Moi, j'aime beaucoup amener l'humain à l'organisation aussi. Donc, je trouve que c'est très porteur. Pourquoi ça aide aussi? Parce que des fois, on doit faire des alliances stratégiques. Donc, supposons qu'on essaie de passer une idée, on trouve que ça va être une bonne décision pour l'organisation. On a besoin justement comment j'appelle ça, des alliances stratégiques, des gens qui vont nous appuyer justement au moment du vote, comme on disait tantôt. Donc, ça peut être intéressant justement déjà d'établir ces liens avec ces gens-là. Merci. Dans le chat, il y a Marianne qui mentionne que les nouveaux administrateurs peuvent être jumelés avec des administrateurs d'expérience pour qu'on leur explique le déroulement d'un CA, les rôles, connaître un peu la tradition, parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans plusieurs conseils d'administration, des fois, il y a des choses qu'on se voit très bien faire ou dire à un endroit, puis pas du tout à un autre endroit. La culture est importante et il y a beaucoup d'observations à faire lorsqu'on entre en poste au départ. Donc, il ne faut pas se donner trop de pression, surtout pas essayer d'intervenir à tous les points. Là, il y a des gens qui veulent démontrer qu'on a bien fait de les choisir, mais qui veulent toujours rebondir sur tous les points. Mais il faut, il faut savoir quand on laisse passer la discussion, puis on attend le point suivant parce que ça peut étirer sérieusement les rencontres du conseil d'administration. Une chose qui est importante, quand on rejoint un nouveau milieu de travail, ben, on travaille, bon, on est en télétravail dans certains cas, mais en général, à tous les jours, on voit nos collègues, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Au conseil d'administration, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, ça va peut-être prendre 5 semaines avant qu'on puisse en rediscuter officiellement dans le cadre d'une rencontre de CA. Donc, c'est important de s'assurer de bien comprendre puis de poser des questions lorsque les choses ne sont pas claires. Moi, je donne souvent l'exemple des acronymes. Quelqu'un qui est dans une organisation qui est partenaire du CACI, puis on parle toujours du CACI, le CACI, le CACI, mais qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, le CACI. Mm. Ben, si ça fait 2 rencontres où vous êtes au conseil d'administration, vous pouvez très bien poser la question. Ah, j'ai vu vous parler souvent du CACI, qu'est-ce que c'est? Mais si ça fait 1 an et demi que vous êtes au conseil d'administration, puis à toutes les rencontres, on parle du CACI, vous ne pouvez pas, après 18 mois, dire ah, j'ai remarqué qu'on parle souvent du CACI, ça veut dire quoi? Bien, ça sous-entendrait que vous avez passé 1 an et demi sans comprendre le sujet de la discussion. Donc, le fait d'être en début de mandat vous donne un pouvoir extrêmement intéressant qui est celui de poser des questions à l'apparence un peu anodines, mais qui vont sans doute être au bénéfice de l'ensemble du conseil d'administration. Donc, il faut, encore là, il faut bien lire les documents qu'on vous envoie, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si on parle en langage d'initié, si on passe trop vite sur certains points ou on fait référence à l'histoire de l'organisation sans donner les détails, que ce soit en rencontre de conseil d'administration ou en aparté ou entre 2 rencontres, mais assurez-vous d'avoir les informations nécessaires pour bien jouer votre rôle. Donc, c'était l'élément que je voulais signaler. On avait une portion sur la diversité au sein des conseils d'administration, mais je pense qu'on va peut-être plutôt aller vers les questions qui nous sont partagées par les participantes et participants. Donc, on avait déjà une question sur l'évaluation que je vais vous partager sous peu, mais peut-être en laissant le temps aux participantes et participants d'ajouter des questions dans le chat. J'aimerais savoir, sans aller trop dans les détails, mais une erreur peut-être que vous avez fait plus tôt dans votre parcours d'administratrice. Ça n'a pas besoin d'être une erreur très grave, là, mais que vous avez fait, puis qui vous a permis d'apprendre quelque chose, puis que vous ne répéterez plus à l'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée? Mm.
Très bonne question, Philippe. Oui, Oui. mais par Ben, exemple, moi, je sais, dans certains conseils, des fois, j'ai pris trop d'engagement ou j'étais trop volontaire pour être sur des comités, donner un coup de pouce à telle personne. Puis des fois, je réalisais après la rencontre, mais qu'est-ce que j'ai fait, là? Je viens de me rajouter 5 heures par semaine pour les 4 prochaines semaines, alors que j'ai de la difficulté à concilier mon agenda. Ça, c'est un exemple peut-être personnel que j'ai, mais si vous avez des exemples à partager, ce serait bien aussi. mhm. Moi, je pense que je peux revenir sur l'exemple dont je parlais tantôt avec l'achat d'immeubles, puis l'activité de financement sur lequel j'avais quelques réserves. Je pense que quand on a des grosses décisions à prendre, euh, on n'est pas obligé de... Je pense qu'on peut demander un report de points ou report de prise de décision, donc de dire, ben là, j'aimerais peut-être avoir plus d'informations, j'aimerais qu'on aille chercher peut-être un peu plus de détails sur ce point-là, puis qu'on le vote à la prochaine rencontre. Ça, c'est des choses que je ne savais pas que mes premiers CA qu'on pouvait faire. Donc, moi, je m'étais abstenue, mais c'est peut-être quand on n'est pas certain là, de pouvoir demander le temps de réflexion, puis de reporter un vote à une prochaine rencontre. Ça peut être aussi le rôle de la présidence, ça, d'aller chercher cet inconfort-là. Idéalement, les gens vont l'exprimer, mais des fois, on le sent dans la salle là, qu'il y a quelque chose de lourd, puis de l'indécision. Puis Mhm. la personne qui préside le conseil d'administration peut dire, ben, je ne vous sens pas nécessairement au même niveau, donc on va se donner un petit peu plus de temps. Puis au prochain conseil d'administration, on va prendre la décision. Si on est capable, si on dispose de ce temps-là, bien évidemment. Mais ça peut être aussi le rôle de leadership de la présidence ou du président de sentir quand la décision n'est pas mûre pour être prise. Souci, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus avant qu'on aille vers les questions de nos participants. Non, non, on peut y aller vers les questions, c'est correct. Parfait. Donc, on a Miav tout à l'heure qui demandait comment mesure-t-on l'efficacité ou la performance d'un conseil d'administration? Donc, je ne sais pas si dans vos CA, est-ce que vous faites une évaluation du conseil d'administration? Présentement, non, mais j'ai eu le privilège justement de faire partie du groupe de ventes qui est offert par Concertation Montréal. Et honnêtement, je trouve que c'est quelque chose que oui, on devrait implanter parce que c'est important justement de voir euh, l'évolution, comment les décisions sont prises. Je vais donner, justement, je vais offrir une formation, je vais partager toutes les nouvelles connaissances que j'ai acquises grâce au groupe de vent avec mon CA pour amener justement cette nouvelle point comme l'évaluation, tout ce qui touche la diversité. Alors, je pense que oui, c'est important de faire effectivement cette évaluation-là. Moi, j'ai eu à le faire dans un autre cadre, c'est que j'étais pas membre du conseil d'administration, mais j'étais gérante de l'organisme, donc un OBNL que j'avais fondé. Et dans le cadre de des accompagnements dont je bénéficie, on m'avait demandé de faire cet exercice-là qui a été très bénéfique en effet. C'était de vraiment dresser le portrait des membres du conseil d'administration en fonction de la mission et des objectifs de l'organisme pour voir si on avait toutes les compétences nécessaires sur la table pour pouvoir accompagner l'organisme dans son développement. Donc, c'est un exercice que j'ai eu à faire une fois, mais plus en tant que dirigeante. Donc, ce n'était pas moi qui étais évaluée à ce moment-là, mais ça avait été très intéressant parce que la personne a été allée voir chaque membre du conseil d'administration pour dresser un petit peu, pas seulement leur CV, mais aussi leur profil, leurs compétences, qu'est-ce qu'ils amenaient sur la table. Et à partir de là, on a fait un bilan. Puis le bilan a été fructueux parce qu'il manquait une personne, justement. Il manquait un profil dans le conseil d'administration. Fait qu'on allait recruter un quatrième membre du conseil d'administration. Pour les gens qui ont participé aux formations un peu plus tôt avec le CACI, on avait abordé la matrice de compétences, donc qui permet Mm. justement de voir là, les profils présents et les profils recherchés au conseil d'administration. Donc, comme tu disais, Aurore, il y a l'évaluation qui touche les membres du CA, mais il peut également y avoir une évaluation de performance basée sur le plan d'action du conseil d'administration, sur sa capacité à respecter ses engagements, faire ses suivis
On peut demander aussi à la direction générale si elle se sent bien soutenue par son conseil d'administration, parce Mhm. que le conseil d'administration évalue bien sûr la direction générale, mais il devrait y avoir aussi une communication dans l'autre sens pour qu'on puisse savoir, comme conseil d'administration, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on donne des outils à la direction générale pour mieux réaliser la mission de l'organisation? Je précise sur le site de CPA Canada, donc les comptables professionnels agréés du Canada, il y a toute une section, il y a une série de guides qui s'appelle 20 questions que les administrateurs devraient se poser. Et il y en a sur l'évaluation au conseil d'administration, sur la gestion de crise. Il y en a des dizaines. Moi, je vous invite, je pourrais partager le lien de la section avec Stéphanie, qui pourra les partager dans un courriel de suivi, mais il y a beaucoup de ressources intéressantes. Souvent, c'est peut-être pour des organisations assez bien structurées, mais il y a moyen de redimensionner ces outils-là pour en faire quelque chose peut-être de plus adapté pour des organisations du milieu communautaire. Il y a Judith qui posait une question, puis j'en profite pour les autres, si vous voulez, soit par le chat ou par la main levée. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, là, puis c'est toujours intéressant pour nous d'entendre vos questions, puis d'avoir votre perspective là, sur les sujets dont on a discuté. Donc, Judith demande si on peut intégrer un conseil d'administration dans le cours de l'année. Est-ce qu'on peut, entre deux assemblées générales, intégrer un conseil d'administration? Je vous laisse partager votre point de vue là-dessus, puis je compléterai au besoin. Moi, je dirais que tout dépend vraiment des règlements de l'organisation. Donc, il y a certains moments dans lesquels on va passer au vote, par exemple, pour la réélection des membres du conseil d'administration. Donc, oui, effectivement, des fois, ça arrive en juin, des fois, ça arrive en août. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être toujours dans le mois de janvier ou à la fin décembre. Tout dépendant de l'organisation, je dirais que oui, la réponse est oui. Moi, j'aime beaucoup, justement, je pense que c'est Stéphanie Laporte de Concertation Montréal qui nous envoie les courriels où il y a... Est-ce que c'est elle, Stéphanie? Stéphanie, l'école. Excuse-moi, merci. Oui. Stéphanie L'école. J'aime beaucoup ça parce qu'elle envoie justement un courriel dans lequel il y a plusieurs conseils d'administration qui sont à la recherche des administrateurs. Donc, je vous encourage, honnêtement, si j'ai quelque chose à dire ce soir, c'est vraiment de vous encourager fortement à pas vous gêner, à vous impliquer, comme j'ai dit, chercher une cause qui vous tienne à cœur. Moi, c'est vraiment mon cœur toujours qui me guide dans mes décisions. Mais si vous en avez une cause vraiment qui vous tienne à cœur, je vous encourage fortement. C'est une très, très belle expérience, honnêtement. Merci. D'ailleurs, je pense que Stéphanie L'école est avec nous ce soir. Donc, si Stéphanie, tu es là, tu peux partager peut-être le lien pour s'inscrire à la banque de candidature dans le chat. Donc, c'est un moyen là, justement de recevoir des opportunités au sein de conseils d'administration. Puis Stéphanie organise aussi un événement au printemps qui s'appelle Trouve ton CA. Puis vous allez tous et toutes recevoir une invitation au printemps prochain parce que le projet je suis présent et je m'implique, vise à vous offrir la possibilité d'intégrer un premier conseil d'administration. Puis là, c'est un peu là, la soirée où vous allez pouvoir rencontrer des administratrices et administrateurs qui recrutent. Donc, Stéphanie nous confirme qu'elle est avec nous, puis elle va partager le lien d'inscription. Euh, Peut-être compléter sur la question de l'entrée en cours de route. Il y a plusieurs conseils d'administration qui vont coopter. Donc, c'est-à-dire si une personne doit quitter son mandat avant d'arriver à l'échéance, on va donner au conseil d'administration le pouvoir d'aller chercher un membre pour compléter le mandat qui n'a pas pu être terminé. Donc, ça veut dire si la personne a fait 1 an sur son mandat de 2 ans, mais le conseil d'administration va pouvoir aller la chercher, la nommer pour éviter de faire une assemblée générale extraordinaire. Il y a des conseils d'administration qui permettent toujours de coopter, par exemple, 2 membres sur les 11. De cette façon-là, ça permet au conseil d'administration d'aller chercher des profils qui sont peut-être parfois difficiles à trouver parmi les membres de l'organisation. Donc, j'ai vu aussi, je vais juste remonter, il y avait
une question de Haroun qui demandait est-ce que le nombre d'administrateurs peut être un avantage ou un handicap pour une jeune association communautaire? Donc, je ne sais pas là-dessus ce que vous avez à dire. Avoir un gros CA, un petit CA, c'est quoi les avantages peut-être d'avoir beaucoup ou au contraire peu de membres au conseil d'administration? Je dirais que ça dépend de ce qu'on veut en faire, de nos administrateurs. Parce que parfois, on va avoir des administrateurs qui vont s'impliquer, puis qui, par petits comités, vont aussi contribuer au développement de l'organisme. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir beaucoup de personnes sur la table qui vont s'engager d'une façon ou d'une autre. Mais ça peut aussi être un handicap dans le sens où il y a peut-être trop de monde qui participe à la prise de décision quand on est encore au balbutiement de l'organisme, qu'on ne sait pas trop où, dans quel sens aller. Puis là, s'il y a trop de monde à la table, on finit par se perdre. Donc, je vous dirais que ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Dans le cadre de moi, l'organisme que j'ai eu à créer, j'ai commencé par un CA de 3, c'était le nombre minimal qu'il fallait pour justement avoir un conseil d'administration. Puis c'est ensuite avec la matrice de compétences, au fur et à mesure qu'on avançait, puis qu'on était bien basé sur la mission, les objectifs, les valeurs, puis qu'on avait défini notre planification stratégique, donc on savait exactement où on s'en allait pour les 3 prochaines années. C'est à partir de là que le conseil d'administration a commencé à grossir, puis qu'on est allé chercher d'autres personnes. De mon côté, moi, je dirais que j'ai plus une tendance pour pas des gros conseils d'administration. Je trouve qu'à un moment donné, on se perd justement dans les pouvoirs décisionnels. Ça devient très lourd à gérer. Moi, je préfère vraiment, comme j'ai dit tantôt, nos CA, à nous, c'est seulement 7 personnes. 7, je dirais 10 maximum. Puis quand il faut mettre la main à la pâte, comme on dirait, mais il faut pas hésiter à aller chercher justement des expertises ailleurs pour faire partie des comités. Donc, les personnes qui font partie des comités n'ont pas nécessairement, ça ne doit pas être nécessairement une personne qui est membre du conseil d'administration. Il pourrait y avoir une seule personne du comité qui est membre du conseil d'administration, mais toutes les autres personnes pourraient être des bénévoles qui amènent leur expertise. Je ne sais pas si c'est un comité RH, un Mhm. comité marketing, un comité finance, encore une fois. Je trouve que c'est une meilleure structure comme ça, pas un gros CA. Comme je dis, 7 me semble très bien, 10 maximum, encore une fois. L'idée vraiment, c'est quelque chose qui va être fluide, léger, qu'on va pouvoir vraiment discuter. Non, faire le tour des tables, parfait, on passe au prochain point. Sinon, ça devient très, très lourd à gérer. Merci. Puis il faut savoir aussi que si on a un gros conseil d'administration, c'est plus de défis de recrutement. Donc, quand on veut, des fois, il y en a qui ont 11 personnes. Et si les postes ne sont pas tous comblés, on a parlé tout à l'heure avec Aurore du quorum, ben, si les postes ne sont pas tous comblés, ça fait en sorte que on peut, si on doit avoir 11 personnes, mais il y en a seulement 7 qui sont actifs, ben, ça veut dire que le quorum sur 11, c'est 6 personnes. Donc, si vous avez 2 absents sur vos 7 qui sont réellement engagés au CA, ben, vous ne pouvez pas fonctionner. Il est déjà 19h57. On a 2 questions de Jack. Je vais vous les poser ensemble, puis on va essayer de faire une petite synthèse avec tout ça avant de donner la parole à Stéphanie pour le mot de la fin. Jack demandait, quand il y a un désaccord au conseil d'administration, comment on peut gérer ou régler un conflit qui implique 2 ou plusieurs administrateurs? Avez-vous des pistes pour Jack qui se questionne? Moi, peut-être, moi, j'aimerais plus, encore une fois, il faut être à l'écoute. Première des choses, il faut donner la parole. Donc, je pense qu'encore une fois, tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc, ça, c'est la première chose. Puis les gens, on a besoin d'être attendus. Donc, quand il y a un conflit, moi, je pense que la première chose, ça serait vraiment de donner la parole aux personnes, que chacune amène leur point de vue, leur argumentaire. À ce moment-là, tous les autres membres du conseil d'administration aussi, on entend l'argumentaire, on entend quelle est la raison, pourquoi ils sont contre, pourquoi ils sont à favor, tout dépendant. Et par la suite, chacune des membres du conseil d'administration, on va se faire une tête.
Parce que bien sûr, comme j'ai dit, on a nos expertises aussi, donc chacune il s'est fait sa tête. Puis après ça, on peut passer au vote. Et encore une fois, ça va être la majorité. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir l'ouverture puis le respect. Si quelqu'un il dit, ah non, non, je m'en fous du vote, mais encore une fois, il faut rester toujours professionnel, on est responsable, on est là des membres engagés, puis comme je le dis souvent, éviter les conflits d'intérêts. On n'est pas là pour nos propres intérêts, on est là pour les intérêts de l'organisation. Jack faisait référence à un désaccord lié sur le fonctionnement administratif. Ça peut être des fois aussi, nos textes ne sont pas suffisamment clairs. Donc, quand ça laisse place à l'interprétation, il peut y avoir aussi des questions liées au conflit d'intérêts. Donc, ça peut amener quelqu'un à avoir une interprétation différente des autres. Donc, de vous assurer que vos textes sont bien clairs et compris par les autres. Et c'est toujours bien de faire les textes assez tôt dans l'histoire de l'organisation parce que quand ça commence à chauffer, quand les relations sont difficiles, mais si on amène des nouveaux règlements, tout ça, il y a des gens qui vont avoir l'impression qu'on les fait spécialement pour eux ou c'est pour les faire taire ou leur donner moins de pouvoir. Et là, ça peut amener des gens à aller sur la défensive. Jack demandait aussi qu'est-ce qu'on fait s'il y a une démission au conseil d'administration. De façon générale, ben, quand l'administrateur démissionne, il va remettre une lettre au conseil d'administration qui va, en général, évidemment, ça va être accepté par le président, ça va être consigné, puis le poste devient vacant. Mais il faut savoir qu'un poste vacant est quand même considéré dans le quorum. Donc, si vous avez deux démissions dans un CA de 7 personnes, puis vous êtes à 5, ben, vous avez besoin de 4 personnes quand même pour avoir le quorum. S'il y a trop de démissions, à ce moment-là, vous devez faire une assemblée générale extraordinaire pour combler les postes et pouvoir fonctionner. Donc, ça fait le tour des questions que nous avions. Merci beaucoup pour votre participation. On va inviter Stéphanie pour nous partager le mot de la fin. Puis, Souci, un grand merci. Aurore aussi, je pense que c'est très précieux d'avoir vos témoignages, vos expériences. Ça donne une autre perspective aux participants. Puis, ce qu'on veut à travers ces ateliers-là, c'est donner envie de siéger dans les conseils d'administration. Donc, des fois, c'est sûr qu'on parle d'enjeux qui ont beaucoup qui peuvent être assez denses, mais c'est une très belle expérience. On en a parlé la dernière fois là, de ce que ça vous donne dans vos parcours de siéger dans un conseil d'administration. Donc, c'est riche comme expérience. Puis, n'hésitez pas à, je ne sais pas, Souci et Aurore, moi, je l'avais déjà mentionné, mais si vous voulez nous inviter sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la discussion, ça va nous faire plaisir. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie qui va faire le mot de la fin. Ton micro est fermé. Ah, merci, voilà, merci à tous. Donc, merci Sucy, merci Aurore pour la qualité de vos expériences, votre disponibilité également. C'était très, très riche. Merci à Philippe aussi pour cette animation et cette expertise et ces questions bien animées. Merci aussi à tous les participants. Je vous félicite pour cette participation parce que c'est un engagement qui mérite d'être félicité également. Donc l'enregistrement, comme j'ai pu le dire au début, sera disponible sur le site internet et on le retrouvera aussi sur les réseaux sociaux du CACI. Hein, donc, je le redis, votre engagement est essentiel pour construire des communautés inclusives et dynamiques. Donc, j'espère que pouvoir tous vous retrouver. Vous recevrez également un lien vers un sondage pour nous faire part de vos impressions sur ce webinaire et vos attentes pour la suite du projet. Vos retours sont très précieux pour ce projet. Et donc, je vous remercie également pour votre écoute et vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Voilà, merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Et à Au vous. revoir. Merci.